Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire proposé par Avocat Juste, la plateforme d'accès au droit et à l'avocat que j'ai créée en 2023. Je suis Sabrina Gapteni, donc la fondatrice, et j'exerce au barreau du Val-d'Oise depuis 2015. Si j'ai voulu vous proposer ce webinaire, c'est parce qu'en tant qu'avocat, nous sommes sursollicités, on court partout. Et effectivement, la charge mentale est importante et en même temps, moi, je nous qualifie de sportifs, tant sur le plan physique que mental. Parce qu'encore une fois, entre les audiences, les rendez-vous clients et toutes les problématiques que l'on gère, ça suppose quand même, de tenir sur la durée et il y a des moyens de le faire. D'où le fait que j'ai convié, Soraya dos Santos qui a accepté d'intervenir pour vous. Soraya dos Santos est coach en préparation mentale. Elle a créé Explore Yourself Coaching en 2020. Et en réalité, bon, elle travaille entre la France et le Luxembourg et elle aide les leaders et les entrepreneurs à repousser leurs frontières mentales grâce au coaching de performance. Donc, je suis ravie de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle va vous donner ses clés et il y a pas mal d'informations qu'elle va vous transmettre. Et je remercie d'avance Soraya pour sa générosité. Donc, je vais la laisser intervenir dès maintenant. On en a pour une bonne quarantaine de minutes. L'idée, c'est que vous repartiez avec des clés concrètes. Et d'ailleurs, vous aurez des expérimentations dès aujourd'hui pour vous permettre d'envisager l'avenir et votre exercice professionnel avec plus de sérénité. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Sabrina pour cette invitation. Je suis très 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 heureuse d'intervenir effectivement pour parler d'optimisation mentale, de performance. C'est un sujet assez dense, donc il va y avoir pas mal de choses, pas mal de partages et on va commencer dès maintenant par rapport à ça. Donc voici ce qui vous attend au programme. Donc premièrement, on va faire un état des lieux de la profession d'avocat en France en 2024. Donc savoir où est-ce qu'on en est, sur quelle base on part et ensuite construire le pont vers la performance. Ensuite, je vais vous parler du logiciel de la performance. Qu'est-ce que c'est exactement? De quoi on parle? Ensuite, je vais vous parler de comment transformer l'adversité en levier de performance. Donc, en tant qu'avocat, je pense que c'est un sujet que vous connaissez assez bien et que vous devez toucher assez régulièrement. Donc, on va essayer de trouver comment dire, des exercices et des astuces pour transformer l'adversité en levier de performance et non subir l'adversité. Ensuite, nous allons savoir comment optimiser son mental grâce à l'auto-coaching. Et donc là, on rentre dans le dur du sujet. Qu'est-ce que l'auto-coaching? Quels sont les objectifs de l'auto-coaching? À quoi ça sert? Et enfin, je vais vous partager plusieurs protocoles que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui de manière complètement autonome et efficace pour reprogrammer vous-même votre mental. Et on va essayer de laisser un peu de temps pour une session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des besoins d'approfondir certains sujets que j'ai évoqués lors de ce webinaire, surtout n'hésitez pas. Alors, en coaching, avant de commencer à accompagner une personne, un client qui fait appel à moi, je commence toujours par faire un état des lieux, à savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie du client, quels sont ses points forts, donc les points qu'on pourrait utiliser et encore approfondir, renforcer, et quels sont les points à améliorer ou les points à supprimer qui entravent la performance. Et aujourd'hui, je me suis intéressée sur l'environnement d'un avocat en France en 2024. Donc, j'ai fait quelques recherches. Je vais vous donner mes sources dans le slide suivant. Mais voici ce qui ressort et ce qui saute aux yeux par rapport à moi. 57% des avocats considèrent avoir un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Donc, je ne sais pas dans quelle tranche vous vous situez aujourd'hui, mais bon, on va dire que c'est plutôt un bon résultat. Plus de 99% des avocats interrogés se disent stressés du fait de leurs conditions d'exercice, donc 48% jugent ce stress excessif. Donc les principales sources de stress sont la charge de travail, le manque de reconnaissance, les difficultés relationnelles avec les clients, confrères, magistrats ou autres interlocuteurs. Et enfin, 84% des avocats pensent que leur profession les expose particulièrement aux troubles de la santé. Donc ce chiffre-là est pour moi le plus impactant, le plus alarmant. C'est-à-dire que vous avez un métier riche en opportunités qui vous fait rencontrer pas mal de gens, qui demandent pas mal de responsabilités, mais qui, par du coup, ces responsabilités, vous exposent
à pas mal d'interférences, à pas mal de parasitage de l'esprit, si je peux appeler ça comme ça, qui vont freiner votre performance et votre bien-être. Notamment, votre métier, votre profession vous demande de la rigueur, de l'organisation, le respect des délais et surtout, et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin dans ce webinaire, cette faculté à gérer les tensions, cette faculté à gérer les situations de crise, cette faculté à gérer le stress. D'accord? J'ai ressorti évidemment 4 points qui sont pour moi les points les plus parlants, mais évidemment, il y a pas mal de choses qui représentent et qui façonnent le métier d'avocat. Mais voilà ce qui ressort pour moi. Si vous voulez aussi aller un peu plus loin, j'ai laissé les sources des articles que j'ai consultés pour faire ma recherche par rapport à votre profession. Vous pouvez les retrouver dans ce slide-là. N'hésitez pas à y aller. Donc, dans cette problématique de performance et de bien-être, comment la dimension psychologique peut influencer le bien-être d'un avocat? Quelle est la dimension à prendre en compte qui va me permettre et de répondre à mes responsabilités vis-à-vis de mes clients, mais aussi et surtout de pérenniser mon activité sur le long terme? Les avocats jouent un rôle crucial pour les particuliers et les entreprises qui font appel à eux. Donc, ils offrent des conseils, négociations, défense des intérêts des clients, etc. Ça exige des compétences de haut niveau, donc dans votre domaine, où la concurrence est intense. Donc déjà, première source de stress, la concurrence, et où la réputation est primordiale. D'accord? La satisfaction client est non négociable, en quelque sorte. Donc, pour assurer la pérennité de leur activité, les avocats doivent non seulement maîtriser leurs compétences techniques de leur métier, mais aller au-delà. Et quand je parle d'au-delà, c'est ajouter une dimension qui est très souvent négligée par les avocats, mais aussi par d'autres professionnels comme les sportifs, comme les dirigeants de grandes entreprises, c'est ces compétences humaines, relationnelles et émotionnelles. Et pour vous illustrer ça de manière beaucoup plus concrète, à quoi ça, par quoi ça se traduit? Eh bien, ce que je fais, moi, c'est que j'aime bien aller sur Internet, LinkedIn, ou alors sur Google Avis ou Trustpilot, et lire les avis des clients me permet en fait de savoir exactement quelles sont leurs attentes, quelles sont les attentes par rapport au domaine technique. Par exemple, moi qui suis coach en performance, quelles sont les attentes des clients qui font appel à ce genre de service, mais aussi quelles sont les attentes en termes de qualité humaine. Et vous allez voir que ces qualités-là sont des facteurs incontournables de la performance. Donc, j'ai surligné les points qui nous intéressent. J'ai récupéré quelques avis Google, notamment, par exemple, le premier avis, Maître Gapteni est compétente. Donc, compétente, qualité technique. Elle a su m'aiguiller en me donnant des bons conseils juridiques, qualité technique, en matière de droit du travail. Patiente et à l'écoute, qualité humaine, pour régler un litige civil. Je la recommande vivement. Donc là, on voit dans la vie deux aspects, les qualités techniques de la personne, du professionnel, et les qualités humaines. Deuxième avis, a su me rassurer, m'informer, m'aider et m'accompagner. Donc là, on est dans les qualités techniques, très professionnelles, et aussi avec un côté humain incroyable, qualité humaine. Tout ça, ça se retrouve dans le même avis. Maintenant, on change de domaine, on sort du domaine juridique et on passe au domaine médical. Excellente sage-femme, douce, pédagogue et attentive à nos besoins et nos interrogations. Donc, on parle ici aussi de ses qualités techniques en tant que professionnel de santé, mais aussi de ses qualités humaines, psychologiques. On change encore complètement de registre et là, j'ai été voir vers un salon de coiffure. Donc, personnel très accueillant, qualité humaine. Brushing qui a été très bien fait. Donc là, qualité technique. En l'occurrence, c'est ce qu'on attend d'un salon de coiffure. Professionnalisme et gentillesse. Qualité technique et humaine. Deuxième avis, donc sublimer mes boucles, incroyable produit, qualité technique. Conseil, gentillesse et ambiance chaleureuse, qualité humaine. Donc si je me suis permis de vous montrer ça aujourd'hui,
c'est que on peut remarquer, malgré tout ce qu'on en dit, et on en parle assez souvent, que malgré le fait qu'on fasse appel à un professionnel comme un préparateur mental pour ses qualités techniques afin de gagner en performance, le facteur humain, la dimension psychologique, émotionnelle est tout aussi importante, voire même incontournable, essentielle aussi pour développer votre bien-être et votre performance. Et on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, ce qui distingue, selon moi, un bon professionnel d'un professionnel incontournable, c'est sa capacité à allier savoir académique et compétences techniques à une posture humaine favorisant la performance. Donc, quand je parle de posture humaine favorisant la performance, déjà, je parle de la posture que vous avez vis-à-vis de vous-même. D'accord? Quels sont, quel est le comportement que vous avez? Quelles sont les habitudes que vous adoptez au quotidien qui vous permet d'augmenter votre niveau de concentration, de gagner en rigueur et en discipline, de gagner en bien-être, en stabilité émotionnelle lors d'une situation de crise? Quelle est la posture que j'adopte pour gérer la crise de la manière la plus sereine et efficace? Parce que si j'ai ces habitudes vis-à-vis de moi-même, il sera beaucoup plus simple de reproduire ces habitudes pour le client. Il sera beaucoup plus simple, si vous voulez, d'interagir avec un client peut-être difficile ou qui a du mal à coopérer parce que j'ai déjà cette habitude vis-à-vis de moi-même. J'ai déjà l'habitude d'observer mes émotions, d'observer les notifications internes de mon mental qui me disent, attention, je me laisse submerger par mon stress, je me laisse submerger par mes émotions. Qu'est-ce que je fais maintenant avant de passer à l'étape suivante? J'ai les bons réflexes m'aident à résoudre les situations de crise. Donc, quel est le véritable logiciel de la performance? Quand je pose cette question lors d'un atelier en présentiel, bien, il y a pas mal de réponses qui viennent instinctivement. Souvent, on me parle de Microsoft Office 365, on me parle de Slack, on me parle de WhatsApp, on me parle de pas mal de logiciels. Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de parler de ce logiciel accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui est complètement gratuit, qui est pourtant sous-coté encore aujourd'hui en 2024. Et ce logiciel, c'est le cerveau humain. Donc, si vous voulez pratiquer l'auto-coaching en vue de parfaire votre métier d'avocat et d'évoluer sur le long terme, il est important de prendre en compte l'importance de votre cerveau dans le cadre de votre métier et même dans le cadre de votre bien-être. Donc, bien que le cerveau puisse générer des sensations de bonheur, sa fonction principale reste l'adaptation et la survie de l'organisme. Grâce à sa remarquable capacité de plasticité, le cerveau peut être modelé par des pratiques comme la méditation ou les exercices physiques qui favorisent le développement de la matière grise dans des régions associées au bonheur. Donc, même si la mission première du cerveau, ce n'est pas de nous rendre heureux, nous pouvons utiliser celui-ci pour accentuer notre bien-être, réguler notre état émotionnel. Et pour pouvoir reprogrammer notre cerveau à notre guise, il est important de faire des choix, de prendre des décisions et d'adopter des habitudes qui nous permettent de reprogrammer notre mental. Et c'est tout l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui. Prendre que le rôle de notre mental n'est pas de nous rendre heureux ou de nous faire nous sentir bien. Son rôle premier, c'est de nous maintenir en sécurité, de nous maintenir en vie, d'accord? C'est le rôle premier du mental. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le reprogrammer. On peut changer sa façon de fonctionner de telle sorte à ce qu'on puisse intégrer cette notion de bien-être, intégrer cette notion de gestion des émotions en toutes circonstances pour pouvoir bien faire son travail, surtout en tant qu'avocat. Donc, comment ça se traduit concrètement? Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'une fois que je suis conscient ou consciente du rôle de mon cerveau en termes de bien-être, en termes de survie, en termes de performance, eh bien, je suis en mesure de le reprogrammer comme je le souhaite.
Tout ça parce que je suis responsable de mon conditionnement mental. Je suis responsable de la façon dont je conditionne chaque jour mon mental et donc de la performance. D'accord? Et qu'on le veuille ou non, si on ne fait rien pour changer ça, eh bien, sachez que notre cerveau est déjà conditionné par notre éducation, par notre, notre environnement social, etc. Notre cerveau est déjà conditionné. Donc, si aujourd'hui, on se dit qu'on n'est pas assez performant pour mener à bien notre mission, ou alors on est performant, mais on le fait avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de stress et d'anxiété, et ça nuit à notre bien-être, eh bien, on peut changer ça. Comment? Eh bien, en prenant une décision. C'est la première étape. Décidez de changer quelque chose dans votre manière de fonctionner. Donc, posez des objectifs. On va donner un exemple concret. J'ai un client intrusif et irrespectueux que je suis en train de gérer actuellement. J'aimerais faire en sorte de poser des limites avec ce client parce que la communication est très difficile et ça me procure en fait beaucoup d'anxiété et de stress. Stress, anxiété plus communication difficile égale performance en danger. Donc, je décide de poser des limites avec ce client pour assainir la communication. Donc, je pose l'objectif. Deuxième étape, je passe à l'action. Donc, soit je prends rendez-vous avec le client, je l'invite à venir à mon cabinet, ou alors je lui envoie un mail ou un courrier recommandé, peu importe l'action, vous passez à l'action. D'accord? Vous devez montrer à votre mental la voie à suivre. Troisième étape, répétition. Je répète, soit avec ce client, soit avec un autre client. D'accord? Donc, en trois étapes, décider, agir et recommencer. Décider, agir et recommencer. À partir du moment où vous rentrez dans ce cycle, vous êtes en mesure de reprogrammer votre mental. Si vous n'aviez pas l'habitude jusqu'ici de poser des limites claires avec vos clients, et je pense que vous savez de quoi je parle, moi-même, en tant que coach, je peux avoir pas mal de types de clients et il m'arrive parfois d'avoir des clients qui vont un peu trop loin, qui sont un peu intrusifs. C'est de ma responsabilité de poser des limites claires pour que les échanges se passent de la façon la plus sereine possible. Mais pour ça, je dois décider, poser des objectifs, agir et répéter. Une fois que mon mental est reprogrammé, donc une fois que j'ai compris quel est le rôle de mon mental et comment le reprogrammer, je suis en mesure de transformer l'adversité en levier de performance. Plutôt que de subir les événements, plutôt que d'être persécuté par chaque imprévu, chaque événement qui ne se passe pas exactement comme je l'avais projeté, par chaque niveau de stress, eh bien, je vais utiliser cette adversité comme levier pour développer ma créativité, comme levier pour développer ma résilience, comme levier pour développer ma performance. Et c'est comme ça qu'en jonglant avec ces responsabilités professionnelles, les attentes élevées des clients et la pression des résultats, les avocats font face à une adversité constante. Cette adversité, qu'elle soit externe ou interne, donc externe, client, magistrat, interlocuteur extérieur ou interne, donc l'adversité que j'ai vis-à-vis de moi-même, mes insécurités, mes croyances limitantes, mon dialogue intérieur toxique, etc., etc. Toutes ces choses-là constituent un véritable défi pour la performance et le bien-être. Pourtant, l'adversité est aussi une opportunité inestimable de croissance personnelle et professionnelle. Donc, à quoi ça ressemble l'adversité en milieu juridique? Ça peut se traduire par des contraintes liées au métier, deadline serré, surcharge de travail, contentieux complexe, équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Ça peut se traduire par la pression émotionnelle, comme gérer des attentes et des comportements des clients, les jugements négatifs, défavorables et le stress des négociations. Ça peut se traduire aussi par les freins internes, donc les freins qui nous concernent, la peur de l'échec, le perfectionnisme, les croyances limitantes sur ses propres capacités.
Et enfin, ça peut se traduire aussi par des problèmes relationnels tels que les rivalités entre confrères, les collaborations tendues et les interactions avec des juges ou partenaires exigeants. Donc, vous avez choisi d'exercer ce métier qui est riche en opportunités et qui doit apporter pas mal de choses, qui apporte beaucoup d'aide, en tout cas pour les clients qui font appel à vous. Mais ce métier est une source d'adversité. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire, bah, je vais éliminer toute source d'adversité parce que ce n'est pas possible. C'est comment utiliser cette adversité comme levier pour devenir beaucoup plus fort mentalement, beaucoup plus résilient et surtout pour devenir beaucoup plus performant sur le long terme. Et moi, j'y vois 4 points là-dessus. Et je vais ensuite vous aider à, comment dire, travailler sur ces 4 points. La première chose, c'est mieux se connaître mentalement et émotionnellement. Vous devez avoir une précision quasiment chirurgicale de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez aujourd'hui et comment vous gérez vos émotions. Êtes-vous une personne sensible ou pas? Êtes-vous une personne empathique, trop empathique ou pas assez? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, d'accord? Personne n'est là pour vous juger, oui, c'est beau, c'est pas bon. Non, la bonne réponse, c'est la réponse qui vous ressemble et qui vous convient, d'accord? La bonne réponse, c'est celle aussi qui va vous permettre de gagner en bien-être et en performance. Donc, vous devez avoir une précision quasiment chirurgicale de vos valeurs, de comment vous fonctionnez, parce que ça va vous aider par la suite à changer certains points. Deuxième point, gérer les réflexes face au stress et aux situations de crise. Donc, on a tous une façon de gérer, on va dire, de manière impulsive, instinctive, une situation de crise. Certaines personnes vont carrément perdre les moyens, d'accord? Et se laisser emporter par leurs émotions. D'autres personnes vont au contraire se fermer et arrêter de parler et se renfermer sur elles-mêmes. Toutes ces choses doivent être identifiées le plus tôt possible pour pouvoir changer des réflexes bloquants en réflexes inspirants. D'accord? Je vais donner un exemple très simple. Je sors de ce webinaire, je prends ma voiture, je regarde à gauche et à droite, je mets le clignotant et au moment où je sors mon véhicule de la place de parking, une voiture qui arrive de nulle part arrive et me rentre dedans. C'est une situation de crise, c'est une situation stressante. Je me mets en colère et ce qui va se passer juste après, sans même que je le contrôle, va être un réflexe. Reste à savoir si ce réflexe est positif ou est négatif. Est-ce que je vais m'énerver et commencer à insulter la personne? Donc, on va dire que c'est un réflexe négatif. Ou est-ce qu'au contraire, je sens que la colère monte, je sens que le stress monte, je vais descendre et essayer de comprendre ce qui se passe tout en essayant de me calmer pour résoudre cette situation. Meilleur réflexe. Il est important de connaître ça en amont. Troisième point, développer l'empathie et la compréhension de son environnement. Il est important d'observer ce qu'il se passe autour de nous, d'accord? D'observer le client, d'observer sa manière de communiquer, sa posture, sa gestuelle, parce que ça va nous permettre tout simplement de nous adapter, de parler le même langage que cette personne. Vous pouvez avoir 100 clients, 100 manières de fonctionner, sans réponse, sans façon de répondre au stress, mais vous êtes la même personne. La seule chose qui va changer, c'est votre flexibilité. Vous allez développer votre empathie et votre compréhension de votre environnement, plus vous allez pouvoir vous adapter aux différentes personnalités qui composent votre environnement. Et enfin, le dernier point, travailler sur l'intelligence émotionnelle. C'est un point extrêmement important. Vous devez travailler sur votre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire vous devez développer votre conscience de vous-même, de comment fonctionnent vos émotions, de comment vous faites en général pour gérer toutes sortes d'émotions. En ayant la conscience de moi-même, je suis en mesure d'aider et d'accompagner au mieux mes clients. C'est valable pour le métier d'avocat, mais c'est aussi valable pour le métier de coach, où moi-même, je suis face à des situations de crise.
mais parce que je me connais, parce que j'ai pris le temps d'être proactive et je sais comment je fonctionne quand je suis face à telle ou telle situation, eh bien, je suis en mesure d'accompagner au mieux mes clients et les personnes qui font appel à mes services. D'accord? Donc, voici, selon moi, les 4 points à prendre en compte pour surmonter, pour utiliser l'adversité comme levier de performance. Donc, en travaillant sur soi de façon efficace et en identifiant les rouages de son fonctionnement mental, il est possible d'évoluer dans son métier d'avocat sans, et je dis bien sans, sacrifier son bien-être, et ceci sur le long terme. Donc, tout comme le sport, le monde juridique nous pousse à développer notre créativité, tout en s'adaptant dans un environnement riche en personnalités diverses. Cela demande donc de travailler le focus, la résilience et l'intelligence émotionnelle, et aussi notre flexibilité. Donc, puisqu'on ne peut pas contrôler les événements extérieurs qui arrivent à nous, un client qui refuse de coopérer, un client qui refuse de donner toutes les informations pour qu'on puisse l'accompagner au mieux, une personne qui refuse d'être de bonne foi, etc., etc. On ne peut pas contrôler les événements extérieurs. C'est à nous d'être proactifs et de nous concentrer sur ce qui est dans notre champ de contrôle, c'est-à-dire réguler mes émotions, adopter un dialogue intérieur positif et sain pour moi, etc., etc. Faire toutes ces choses qui vont me permettre de gagner en performance sur le long terme. Et c'est ce qui est indiqué dans la dernière phrase. Il est important de se concentrer sur les éléments qui sont dans notre zone de contrôle et d'assumer ses responsabilités pour faire la différence. À partir du moment où on est en phase avec ça, eh bien, on peut transformer l'adversité en levier de performance. Et si je dis ça aussi, c'est parce que en préparant cet atelier, j'ai eu comme information que de nombreux avocats quittaient la profession au bout de 2 ans, au bout de 2 années d'activité. Alors, il peut y avoir de multiples raisons à ça, mais très souvent, les situations de crise, les situations stressantes et anxiogènes peuvent contribuer à cet abandon. Et c'est aussi valable dans le domaine sportif. Et un métier qui aurait pu nous plaire, qui aurait pu nous faire nous épanouir sur le long terme, peut devenir très vite un fardeau si on n'est pas capable de s'autoréguler, si on n'est pas capable d'utiliser l'adversité comme un tremplin. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Donc, la question, c'est comment optimiser son mental grâce à l'auto-coaching. Alors déjà, je vais vous commencer par vous énumérer ce qu'est l'auto-coaching et ce que n'est pas l'auto-coaching et à quoi ça sert. Donc, première chose, et si vous devez retenir qu'une seule chose de ce webinaire, c'est bien celle-là. L'auto-coaching sert à adopter une posture orientée solutions et ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il m'arrive d'avoir des clients qui me disent, Soraya, tu sais, moi, je me pose pas mal de questions. La dernière fois, je me suis entraînée, j'ai été à telle compétition, j'ai complètement échoué et je me pose pas mal de questions. J'ai l'habitude de m'auto-coacher. Je lui dis, ah bon? Et comment ça se traduit? Comment ça se passe? Quelles sont les questions que tu te poses? Et là, la personne, elle me dit, ah, bah, c'est vrai que j'aurais dû me lever, dormir un peu plus. J'aurais dû me lever de meilleure humeur. Je n'étais pas de bonne humeur. J'aurais dû participer plus souvent à l'entraînement. J'ai manqué des entraînements. Cette attitude n'est pas de l'auto-coaching. D'accord? L'auto-coaching, c'est l'art et la manière de penser solution, de poser des questions qui amènent à des solutions ou au moins à une recherche de solutions. D'accord? L'auto-coaching, ce n'est pas de la rumination, ce n'est pas de l'auto-sabotage, et on le verra un peu plus tard. L'auto-coaching, c'est une posture qui aide à trouver des idées créatives pour répondre à une problématique. Donc, s'il y a bien une seule chose à retenir, c'est bien celle-là. Le deuxième point, l'auto-coaching sert à diminuer les interférences mentales qui nuisent à la performance. Donc, ce que j'entends par interférence mentale, ce sont les croyances limitantes. Je ne suis pas assez ou je suis trop, ceci ou cela. Les pensées négatives, d'accord? Les pensées toxiques. Il faut savoir que l'être humain
a entre 60 et 80% de pensées toxiques chaque jour dans sa tête. Et on ne peut pas les contrôler. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est diminuer l'impact de ces pensées négatives sur notre performance et notre bien-être. Donc, toutes ces choses vont servir, grâce à l'auto-coaching, toutes ces choses vont disparaître petit à petit parce que vous avez adopté la posture qu'il faut. Le troisième point, cultiver l'interdépendance. Savoir travailler avec des personnes qui m'aident à gagner en performance. Thérapeute, médecin, mentor, euh, ami, peu importe, cultiver autour de moi l'interdépendance qui va m'aider à gagner en performance dans mon métier d'avocat. Quatrième point, prendre des décisions claires et alignées au bon moment. Puisque j'ai l'habitude de m'auto-coacher, eh bien, je suis en mesure de prendre des décisions claires, éloignées de toute confusion, parce que j'ai éliminé toute interférence, toute pensée ambiguë, etc. Je prends des décisions claires, alignées selon mon éthique et mes valeurs, et au bon moment. D'accord? J'attends pas le lendemain ce que je peux faire aujourd'hui. J'attends pas d'agir dans un mois ou dans 2 mois. Ce sera peut-être déjà trop tard. Puisque je suis en mesure de m'auto-coacher, je suis capable de prendre des bonnes décisions au bon moment. Ensuite, on peut sortir du statu quo. C'est-à-dire que dans une situation qui n'évolue pas, vu que j'ai l'habitude de stimuler mon mental chaque jour, eh bien, j'arrive à sortir du statu quo et faire évoluer les choses. Et enfin, je gagne du temps en allant à l'essentiel. L'auto-coaching me permet de gagner du temps. Pourquoi? Puisque j'évite de me poser dans une posture de victime. J'évite de me concentrer sur les choses que je ne peux pas contrôler. Par exemple, qu'est-ce que pense le public de ma performance? Qu'est-ce que pense telle ou telle personne de ma performance? Je ne peux pas contrôler ça. Par contre, si je dirige mon attention sur la zone de contrôle, dont je vais vous parler en détail tout à l'heure, eh bien, je vais gagner beaucoup de temps. Je vais me focaliser sur les choses qui sont 100% de ma responsabilité. Et pour résumer l'auto-coaching, en gros, c'est je mise sur mon potentiel, d'accord? Je mise sur mes forces, je mise sur les éléments que je peux contrôler, je mets ça en avant, tout en réduisant les interférences. Donc, le stress, les croyances limitantes, etc., etc. Et en faisant ça, eh bien, je gagne en performance. D'accord? Donc, pour résumer ce que c'est l'auto-coaching, c'est l'art et la manière d'adopter une posture qui me permet de mettre en avant toutes mes forces, de miser sur toutes mes forces, tout en réduisant les parasites mentaux. D'accord? Et en faisant ça, on peut que gagner en performance de jour en jour. Le coaching, c'est l'intelligence émotionnelle en pratique. Donc, grâce au coaching, vous allez assimiler les faits. Vous allez assimiler ce qui se passe dans votre environnement. Vous allez le comprendre beaucoup plus vite. Vous allez développer des compétences et des nouveaux comportements, pas parce que c'est moi qui vous le dis, mais parce que vous aurez appris à stimuler votre mental quotidiennement pour qu'il puisse vous donner lui-même et de façon rapide et efficace toutes les solutions à vos problèmes. D'accord? Plus je prends l'habitude de stimuler mon mental, plus mon mental va m'aider à trouver toutes les réponses et toutes les idées créatives pour débloquer les situations bloquantes et stressantes. D'accord? C'est comme pour la musculation. S'il y a des personnes qui pratiquent du sport, eh bien, au début, j'ai jamais fait de musculation, je vais prendre des haltères, je vais faire quelques répétitions, ça va faire mal, j'ai des douleurs, j'ai des crampes, c'est désagréable, c'est normal. Les muscles n'ont pas l'habitude. Mais au fur et à mesure du temps, avec de la pratique et de la répétition, eh bien, mes muscles vont s'habituer, vont gagner en force, vont gagner en performance, et ça va devenir beaucoup plus facile. D'accord? Eh bien, le cerveau fonctionne exactement de la même façon. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de ce que c'était l'auto-coaching, mais ce que n'est pas l'auto-coaching. Donc, attention au piège. Je vais vous donner quelques contextes.
Cette situation aurait pu se dérouler autrement. J'aurais pu faire les choses différemment. Si vous vous surprenez à faire ça, à dire ce genre de choses, ce n'est pas de l'auto-coaching, c'est de la rumination. Et ça peut arriver à tout le monde, même à moi, c'est-à-dire que je fais face à une situation d'échec, je n'ai pas réussi à amener mon client à tel endroit, à penser de telle façon, etc., etc. Et je me dis, bah, j'aurais pu faire les choses autrement, j'ai pas été assez, ou voilà, ça aurait dû se passer autrement, nanana. C'est de la rumination. On laisse tomber. Je ne suis pas assez, ou je suis trop comme ça. Ce n'est pas de l'auto-coaching, c'est de l'auto-sabotage. On met de côté. C'est de la faute du client. Il aurait pu faire ceci à la place de cela. C'est de la faute du voisin. Il aurait pu faire ceci à la place de cela. C'est la faute du coéquipier, du concurrent. C'est un mauvais focus. C'est-à-dire qu'on porte notre attention sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ce n'est pas de l'auto-coaching, on met de côté. Et enfin, ce genre d'affaires mène toujours à l'échec. Or là, c'est une croyance limitante figée. Ce n'est pas de l'auto-coaching et en plus de ça, ça bloque l'accès à la créativité et à la recherche de solutions. Donc attention à nos croyances. Certaines croyances sont là pour évoluer, pour être changées. D'accord? Donc ne restons pas figés sur nos paradigmes. Certaines choses peuvent changer, certaines croyances peuvent évoluer. Donc si vous vous surprenez à faire une à agir sur, excusez-moi, si vous vous surprenez à parler de cette façon, eh bien, dites-vous bien que c'est pas l'auto-coaching, mais c'est un comportement qui va freiner la recherche de solutions. Donc, comment pratiquer l'auto-coaching au quotidien? Donc là, je vais vous partager quelques points, quelques protocoles que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle des situations que vous pouvez rencontrer en tant qu'avocat. Premier exercice, un exercice de respiration. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle de soi et de gagner en clarté lors d'une situation de crise. Je fais face à un client qui est irrespectueux, qui monte le ton. La communication devient très désagréable et stressante. Ça sert à rien d'aller plus loin. Soit je vais plus loin et je prends le risque que ça dégénère. Et en plus de ça, bah, je nuis complètement ma performance. Soit je reprends le contrôle de la situation très rapidement. Et pour reprendre le contrôle de la situation, je reprends le contrôle de moi-même. Inspirez profondément en 5 temps. Donc, vous comptez jusqu'à 5. Bloquez la respiration durant 5 secondes. Et enfin, expirez et videz les poumons en 5 temps. Répétez ce cycle minimum 3 fois. L'objectif de cet exercice, c'est de réguler les sensations désagréables du corps, ainsi que les émotions qui bloquent votre clarté d'esprit et votre bien-être. D'accord? Avant d'agir et de prendre une décision, avant de commencer à mettre des choses en place, reprenez la clarté. Clarté d'esprit, calme mental. Une fois que je suis calme, j'agis et je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, exercice de visualisation. Donc, je vais vous en proposer deux. Après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux par rapport à votre façon de fonctionner. Il faut savoir que dans le milieu sportif, pour les sportifs de haut niveau, on pratique souvent des exercices de visualisation. Par exemple, pour les athlètes qui pratiquent l'athlétisme, on leur demande souvent de s'asseoir un moment et de visualiser leur course, la piste, le public, les sensations corporelles, les émotions, comment ils vont courir, leur posture, leur corps, etc., etc. Pourquoi? Parce que le fait d'habituer votre mental à visualiser quelque chose qui ne s'est pas encore produit va vous permettre en fait de le préparer en amont. D'accord? Le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre ce qui se produit vraiment et ce qu'on est en train d'imaginer. Pour lui, c'est la même chose. Donc, une fois qu'on sera en train de visualiser, il va lâcher des hormones, il y aura des émotions, etc., etc. Et c'est une très bonne chose parce que ça va vous permettre de préparer votre mental et donc d'être beaucoup plus proactif. Installez-vous idéalement dans un endroit calme et commencez à visualiser la situation que vous souhaitez résoudre, les yeux fermés ou non.
Personnellement, je recommande les yeux fermés si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais si vous n'êtes pas dans la capacité de le faire, vous pouvez le faire les yeux ouverts. Vivre la situation comme si elle se produisait en ce moment même. Faire participer le corps et ressentir pleinement les émotions qui se présenteront. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va vous aider à préparer votre mental. Il va aussi lâcher quelques idées qui seront peut-être pertinentes pour votre évolution. Et ça va vous aider à faire face aux défis qui vont se présenter par la suite. D'accord? Donc, on va reprendre l'exemple du client irrespectueux et intrusif. Et là, j'ai un autre exercice à vous proposer de visualisation, cette fois basé sur des questionnements pour trouver des solutions face à un client intrusif et irrespectueux. Je m'assois un moment, je ferme les yeux et je me pose les questions suivantes. Quel est l'objectif de mon intervention? Déjà, pourquoi je veux voir ce client? Pourquoi je le convoque à mon cabinet? Qu'est-ce que je souhaite obtenir à l'issue de cet entretien? Donc là, en l'occurrence, une meilleure communication avec mon client, du respect et aussi qu'il collabore, qu'il me donne les informations dont j'ai besoin pour pouvoir l'aider. Que vais-je mettre en place en premier et pourquoi? Quel sera mon ton et quelle sera la vitesse de mon élocution? D'accord? L'idée de la visualisation, c'est de faire comme si vous y étiez déjà. Vous êtes déjà en face de votre client, vous êtes déjà en train de parler avec lui. Quelle sera ma posture, les traits de mon visage, mon rythme cardiaque? Comment sera ma respiration? Répondez à cette question et surtout ressentez. Quels sont les freins rencontrés durant l'entretien? Comment vais-je y répondre? Parce que votre client n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. D'accord? Donc, dans le cas où ça arriverait, comment vous allez répondre à cette situation? Donc, l'adversité. Où vais-je diriger mon regard? Et enfin, comment saurais-je que l'objectif est atteint? Donc, en l'occurrence, avec l'accord écrit ou pas de mon client qui accepte de changer sa manière de communiquer avec moi ou par d'autres résultats. D'accord? L'exercice de visualisation est un exercice puissant et s'il est bien utilisé, eh bien, il va vous permettre de reprogrammer votre mental. Vous vous préparez à un événement et le jour J, vous êtes déjà prêt. Même si c'est la première fois, vous serez déjà prêt. Donc, l'autre exercice de visualisation que je voulais vous proposer, ce sont les cercles. Vous vous asseyez un moment, vous posez la question, qu'est-ce qui rentre dans ma zone de contrôle? D'accord? Et là, vous visualisez deux cercles. Dans le premier cercle, c'est tout ce qui nécessite obligatoirement l'intervention d'un tiers. Donc, par exemple, est-ce que le fait de penser que tel client devrait faire telle chose, j'aimerais l'inciter à faire telle chose pour obtenir tel résultat, est-ce que c'est entièrement de ma responsabilité? En l'occurrence, non. Donc, on va le mettre dans le cercle noir. Et tout ce qui va venir, toutes les idées qui vont venir au fur et à mesure que mon cerveau va être stimulé par cet exercice de visualisation, je vais pouvoir faire le tri entre ce qui rentre dans le cercle noir, donc dans la zone extérieure, et ce qui rentre dans la zone de contrôle. Et ce qui m'intéresse, moi, ce sont les idées et les solutions qui rentrent entièrement dans ma zone de contrôle. Donc, ce qui peut être changé par ma propre intervention et qui relève à 100% de ma responsabilité. D'accord? Parce qu'on peut avoir tendance très rapidement, dans une situation de crise ou dans une situation difficile, à focaliser son attention sur des choses qui non seulement ne vont pas nous apporter de solutions, mais en plus qui ne dépendent pas de notre ressort, qui ne dépendent pas de nous. D'accord? À partir du moment où je suis en mesure de trier ce qui qui relève de ma responsabilité ou pas, eh bien, je vais tout simplement gagner du temps et porter mes efforts sur des choses bien plus efficaces. Donc, n'hésitez pas à faire ces exercices-là si vous avez vraiment besoin de trouver des solutions pertinentes, alignées. Et pour ça, il faut prendre le temps vraiment de visualiser
et d'habituer son mental à stimuler, à être stimulé et à trouver par lui-même des solutions. D'accord? Au début, ça peut être très difficile parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, eh bien, vous allez peut-être passer 5-10 minutes dans le noir à rêvasser, à penser à autre chose, à penser à ce que vous allez manger ce soir, etc., etc. Mais au bout d'un moment, eh bien, vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus simples. Troisième exercice, exercice de réflexe. Répondre en conscience versus répondre impulsivement. Identifier l'ensemble des réflexes qui nuisent au bien-être et à la performance. Donc tout à l'heure, je vous ai donné un exemple. Je sors de la place de parking, une voiture arrive de nulle part, elle roule vite et hop, elle me rentre dedans. Quel sera mon premier réflexe? Listez les alternatives qui sont alignées à vos critères, à vos objectifs et à votre éthique. Si je remarque que certains réflexes nuisent à ma performance et à mon bien-être, eh bien, je vais lister l'ensemble des alternatives qui vont permettre d'améliorer les choses. Et enfin, visualiser le résultat pour préparer le mental. D'accord? Faire cet exercice va vous permettre de devenir beaucoup plus proactif et de garder les situations de crise sous contrôle. Je vais vous donner un exemple. À titre personnel, je suis une personne impulsive. Mais au fur et à mesure des années, j'ai appris, en fait, à contrôler mon impulsivité, d'accord? Et à transformer ça comme levier, en fait, de performance. Une personne me rentre dedans, c'est OK. Je vais trouver des solutions. Peut-être que cette personne est déjà elle-même sous stress. Peut-être que cette personne n'avait pas vu la voiture sortir, etc. Bref, il y a pas mal de raisons, mais le fait de reprendre le contrôle sur mon impulsivité me permet tout simplement de reprendre le contrôle de la situation et ne pas laisser le hasard envenimer les choses. OK? Donc, les réflexes, c'est super important dans le cadre de la performance. Prochain exercice, créer un écosystème gagnant. Donc, créer un écosystème gagnant, c'est créer un environnement propice à la performance et au bien-être. Mon cadre de vie contribue-t-il à ma performance? Que puis-je améliorer? Est-ce que mon environnement joue un rôle essentiel à mon bien-être et à ma performance? Les relations que j'ai, personnelles ou professionnelles, peuvent-elles affecter ma productivité et mon leadership? L'objectif de cet exercice, c'est d'optimiser mon bien-être au maximum en réduisant toutes les petites choses qui peuvent interférer au niveau de mon bien-être et de ma performance. D'accord? Parce que j'ai beau optimiser mon mental au quotidien, si derrière je nourris, j'ai des relations toxiques, si derrière mon environnement de travail est toxique ou mon cadre de vie privé est aussi toxique, bah, ça va provoquer une dissonance et donc ça va venir quelque part impacter mon bien-être et ma performance sur le long terme. Donc, lorsque vous êtes dans cette démarche d'auto-coaching, pensez toujours que au-delà de ce que vous pouvez faire pour vous en termes de mental, eh bien, vous allez aussi penser à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux transformer dans mon environnement. D'accord? Ce que je fais, les habitudes que je mets en place, plus mon environnement, va créer un écosystème propice au bien-être et à la performance. Exercice de reprogrammation mentale, créer un environnement. Donc là, on est sur la même chose, optimiser le bien-être. Maintenant, on va parler de reprogrammation mentale, l'esprit. 3 points à prendre en compte. Quand on parle de reprogrammation mentale, on parle de mode de pensée. Est-ce que mon mode de pensée est bloquant ou serein? Est-il orienté extérieur? Suis-je sujette aux ruminations? Ai-je des insécurités constantes? Ai-je tendance à interpréter les choses? Bon, aujourd'hui, je m'adresse à une audience d'avocats, donc on va dire que l'interprétation, normalement, vous savez que pour juger les faits, eh bien, il faut se baser sur les faits et non sur mes croyances ou mes idées reçues, d'accord? Mais la plupart du temps, il faut savoir que le grand public, la majorité du temps, se base sur leurs propres croyances, leurs propres idées reçues pour juger quelque chose. Mais toutes ces choses, eh bien, sont des freins à la performance. Donc, pour reprogrammer mon mental, je dois déjà avoir conscience de mon mode de pensée.
Deuxième chose, je dois avoir conscience de mon dialogue intérieur. Est-il sain? Est-il positif? Est-il propice à mon bien-être? Mon dialogue intérieur doit ouvrir la voie à l'exploration. Lorsque je me pose des questions pour résoudre un problème, est-ce que j'utilise le mot comment? Est-ce que je suis en train d'ouvrir la voie à des idées créatives? Ou est-ce que d'emblée, face à une situation difficile, je me dis pourquoi faire? D'accord? Donc, analysez votre dialogue intérieur, votre monologue intérieur et dites-vous bien, est-ce qu'il est sain? Oui, ok, je continue. Et dans le cas contraire, qu'est-ce que je peux changer? C'est super important parce que la plupart du temps, face à un problème, le premier réflexe, c'est de se dire, ah, j'ai trouvé cette solution, mais pourquoi j'irais faire ça? Par exemple, certaines personnes ont vu qu'aujourd'hui, il y avait un webinaire sur l'optimisation mentale. Ils se disent, bah, ah, ça aurait pu me servir parce qu'effectivement, je me sens stressée, j'aime le métier que je fais, mais j'arrive pas à faire ce métier de manière la plus sereine possible. Mais pourquoi participer à ce webinaire? Pourquoi faire? Est-ce vraiment utile? Le pourquoi faire bloque les idées créatives. Le pourquoi faire bloque le bien-être. Le pourquoi faire vous empêche de passer à l'action. Et on vit dans un monde qui a été créé aujourd'hui avec toute la technologie et toutes les opportunités qu'il y a. La technologie et les opportunités que nous avons aujourd'hui ont été créées par des personnes qui ont ouvert la voie et qui se sont posé la question du pourquoi pas. Pourquoi pas participer à cet atelier? Pourquoi pas proposer telle solution à mon client? Pourquoi pas adopter telle habitude dans ma vie? D'accord? Donc faites attention à votre dialogue intérieur. Et enfin, dernier point, stimulation et repos. Votre mental a besoin de stimulation, apprentissage constant, etc. Et de repos. Ça peut paraître simpliste ce que je dis, mais c'est loin d'être adopté euh, comme il faut dans la majorité des cas. Donnez à votre mental ce dont il a besoin. Les heures de sommeil, le repos, le calme, en plus de la stimulation que vous donnez déjà grâce à votre métier d'avocat. Et enfin, reprogrammation mentale, le corps. Donc, pourquoi je vous parle du corps aujourd'hui? Parce que le corps et l'esprit sont liés. Vous ne pouvez pas parler d'auto-coaching, vous ne pouvez pas parler de reprogrammation mentale si vous ne travaillez uniquement sur le corps, sur l'esprit ou uniquement sur le corps. Les deux travaillent ensemble, d'accord? Et votre corps a besoin tout simplement de repos, de mouvement, d'hydratation et de nutrition. Un corps en mauvaise santé envoie des mauvaises notifications à votre cerveau, tout comme un cerveau en mauvaise santé envoie des mauvaises notifications à votre corps. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'optimiser son mental en focalisant son énergie uniquement sur le cerveau et en délaissant le corps, et vice-versa. Donc, prenez bien en compte, dans le cadre de l'auto-coaching, que le plus important, c'est le travail du corps et de l'esprit, le repos, le mouvement, l'hydratation et la nutrition. Et je terminerai par la diète mentale. Donc, qu'en est-il de votre diète mentale aujourd'hui? Performer, c'est un processus exigeant qui nécessite énergie, constance et persévérance. On sait tous que notre alimentation influence notre santé physique, mais qu'en est-il de ce que l'on consomme mentalement chaque jour? Après vous avoir donné des protocoles, après avoir appris ou pris l'initiative de mettre en place de nouvelles habitudes, vous mettez en place des habitudes pour votre bien-être et pour performer sur le long terme. Mais derrière, si vous consommez des contenus toxiques de manière répétée, si vous avez des interactions toxiques de manière répétée et que ça dure sur la durée, sur un certain nombre de semaines ou de mois, ne vous étonnez pas qu'à la fin de la journée, vous vous sentiez exténué. D'accord? Vous pouvez manger de la salade, pratiquer une activité sportive, méditer, faire du yoga et faire tous les exercices qu'on a vus précédemment. Mais si derrière, vous nourrissez votre mental avec du contenu toxique de manière répétée, ou que vous nourrissiez votre mental avec des interactions toxiques,
eh bien, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais sur le long terme, ça va porter atteinte à votre performance. D'accord? Ce que je lis, ce que j'écoute et ce que je consomme peut transformer positivement ou négativement mon mental. D'accord? Donc, faites attention dans le cadre de l'auto-coaching à ce que vous consommez, adoptez une consommation consciente de vos contenus et des échanges inspirants. D'accord? L'idée, ce n'est pas d'éliminer certains types de contenus ou d'arrêter les chaînes d'information en continu, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de faire attention à ce qui revient de façon récurrente, qui revient tous les jours. Si tous les jours vous consommez des choses toxiques, ne vous étonnez pas qu'inconsciemment vous n'arrivez pas à vous concentrer, ne vous étonnez pas de ressentir de l'anxiété même sans aucune raison. Vous êtes assis dans votre bureau, vous préparez un dossier et vous ressentez de l'anxiété parce que votre cerveau, lui, il continue de travailler. Et tout ce que vous lui donnez à manger au quotidien, ça va impacter en fait sa façon de travailler. Donc attention, attention à votre diète mentale. Vraiment, dans le cadre de l'auto-coaching et de la performance, ayez une consommation consciente et inspirante de vos contenus. Et je vais finir par quelques idées de questions à se poser dans le cadre de l'auto-coaching. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment vous poser des bonnes questions qui vont vous amener à des réponses créatives. Par exemple, quels sont les axes d'amélioration à envisager dans mon travail et pourquoi? Qu'est-ce qui me freine en ce moment? Comment seront les choses lorsque j'aurai atteint mon objectif? Sur une échelle de 1 à 10, quel est mon niveau d'engagement à entreprendre chacune des actions? Dans quelle mesure cet objectif est important pour moi? Donc, quand on se pose ce genre de questions, c'est pour être sûr que si je pose cet objectif, il est bien aligné à mes valeurs, à mes besoins et à ma vision. D'accord? Je n'ai pas posé cet objectif parce qu'on m'a demandé de le faire ou parce que c'est une tendance. Je pose cet objectif parce que c'est important pour moi. OK? Qui d'autre peut m'aider? Donc, à ce moment-là, on cultive l'interdépendance parce que on travaille beaucoup mieux si on recherche des aides extérieures aussi. Et qu'est-ce qui fonctionne bien en ce moment et pourquoi? Donc là, on focalise notre attention sur les forces et les choses qu'on peut encore renforcer. Donc, vous poser les bonnes questions va vous permettre en fait d'ouvrir la voie à la créativité et d'ouvrir la voie à la performance. Donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment allez-vous optimiser votre mental dès maintenant, dès aujourd'hui, et après tout ce que j'ai dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez mettre en place à l'issue de ce webinaire?